Allez, vas-y. Très bien, ok. Donc, j'espère que cette fois-ci, on n'aura plus de problème avec ce cours sur les pancréatites chroniques. Et on va tout de suite commencer par la définition pour dire que la pancréatite chronique donc, est une entité anatomoclinique qui associe un processus inflammatoire touchant la glande pancréatique de manière prolongée dans le temps, aboutissant à des anomalies morphologiques irréversibles. Donc avec destruction du tissu du parenchyme pancréatique sera remplacé graduellement par de la fibrose. Conséquence clinique, c'est l'apparition dans un premier temps, donc au cours des premières phases d'évolution de la maladie, d'une symptomatologie douloureuse de type pancréatique. Et puis, dans un second temps, et en fonction du degré d'atteinte de la glande pancréatique, vont apparaître les signes d'insuffisance pancréatique, d'abord exocrine, puis endocrine. Vous savez que la glande pancréatique est une glande qui a un rôle primordial dans la digestion, mais aussi dans la glycorégulation. Alors, il faut savoir que la pancréatite chronique n'est pas fréquemment rencontrée en consultation de médecine générale ou en consultation de gastro entérologie, mais donc que c'est vrai que elle est rare, mais qu'elle existe et qu'il faut savoir y penser devant un contexte particulier, donc chez un patient présentant une symptomatologie de douleur épigastrique de type pancréatique typique de manière récidivante, et ce dans un contexte particulier, donc sur un terrain particulier, tel que l'éthylisme chronique, sur un terrain d'auto-immunité ou dans un cadre de maladie génétique. Et savoir y penser, c'est aussi savoir demander les examens nécessaires pour établir le diagnostic. Le diagnostic de pancréatite chronique est souvent difficile au stade de début, donc il est euh, plutôt facile au stade final, au stade donc, de maladie évoluée, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire un diagnostic au stade précoce. Et cela est donc actuellement possible grâce au développement des techniques d'imagerie, à savoir la TDM multigroupe, l'échoendoscopie et la pancréato-IRM, qu'on va détailler par la suite. Que les étiologies sont multiples, elles sont certes dominées par l'étiologie alcoolique en Occident, mais que d'autres étiologies existent, et grâce au développement donc, de la biologie moléculaire, mais aussi de l'immunologie, donc on a pu établir d'autres types de pancréatite chronique ou d'autres causes de pancréatite chronique, telles que la pancréatite génétique, la pancréatite auto-immune, et ceci a réduit le spectre donc, ou le pourcentage de pancréatite chronique dite idiopathique, c'est-à-dire sans cause évidente, et donc qui est passé de 20% il y a quelques années à 5% actuellement. Il faut savoir que toute masse pancréatique n'est pas un cancer du pancréas et que des formes pseudotumorales de pancréatite chronique existent et qui ont conduit à des pancréatectomies abusives, à des pancréatectomies dites blanches. Et vous savez très bien que la chirurgie pancréatique est une chirurgie lourde, grevée d'une morbimortalité importante. Donc, il faut savoir poser la bonne indication et pousser les investigations en cas de doute diagnostique, donc, et passer à la biopsie pancréatique, soit scanoguidée ou à la ponction sous écho-endoscopie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous ai fait un bref rappel anatomophysiologique pour mieux comprendre la symptomatologie, pour mieux comprendre les complications de la pancréatite chronique. Vous savez que le pancréas, donc c'est une glande qui est rétropéritonéale, qu'elle a des rapports étroits de par sa tête avec le duodénum, donc c'est le cadre duodéno-pancréatique, avec la portion dite intrapancréatique de la VBP, qui est là, de la voie biliaire principale, et que toute anomalie à ce niveau va retentir sur le duodénum, donc entraîner de l'obstruction duodénale ou autre, et puis sur la voie biliaire principale qui s'abouche au niveau, donc avec le canal pancréatique au niveau de l'ampoule de Vater. Au niveau donc du corps et de la queue, les rapports sont étroits avec la face postérieure du corps donc de l'estomac. Et donc, il y a aussi une vascularisation qui se situe à proximité donc, de la glande pancréatique. Ce sont les vaisseaux, donc c'est la veine mésentérique supérieure, le confluent splénomésaraïque, mais aussi la veine porte, donc aux alentours de la tête. Et puis, donc, vous avez les vaisseaux spléniques qui sont juste derrière le corps et la queue du pancréas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la glande pancréatique, c'est une glande amphicrine. Amphicrine, ça veut dire qu'elle est dotée d'une sécrétion exocrine. C'est les fameuses donc, enzymes pancréatiques sécrétées par les cellules acineuses, les cellules acineuses qui sont là, qui sécrètent des enzymes protéolytiques, lipolytiques et glycolytiques.
responsable de la digestion des lipides et des protéines. C'est pour ça que quand il y a une destruction de la glande pancréatique, vous avez des troubles de la digestion et une malabsorption. Et puis, vous avez les cellules ductulaires qui sont responsables de la sécrétion hydrobicarbonatée, responsable du pH alcalin, du sucre pancréatique nécessaire au bon déroulement de la digestion. Et puis, vous avez aussi la sécrétion endocrine qui est assurée par ces fameuses îlots de Langerhans qui sont éparpillés un peu partout au niveau de la glande pancréatique, qui sont plus nombreuses au niveau du corps et de la queue du pancréas et qui sont responsables, bien sûr, vous avez les cellules bêta de Langerhans et alpha de Langerhans qui sécrètent respectivement l'insuline et le glucagon, responsable donc de la glucorégulation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le rappel? On va voir aussi donc le suc pancréatique. Vous savez que c'est un suc, c'est une solution aqueuse, elle est alcaline. C'est une sécrétion hydrobicarbonatée qui est saturée en calcium, mais qui comporte du citrate, qui est un puissant chélateur calcique, qui empêche la précipitation d'ions calciques et la formation de calcification pancréatique. Et puis, vous avez la sécrétion pancréatique, qui est faite d'une sécrétion enzymatique, donc nous avons parlé tout à l'heure, et puis vous avez les sécrétions non enzymatiques, et on a en chef de file la lithostatine, qui est cette protéine qui prévient la précipitation d'ions calcium dans le suc pancréatique. J'insiste sur cette protéine parce qu'elle a un rôle dans la physiopathologie, vous allez voir par la suite. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous savez que les enzymes pancréatiques sont sécrétées, les enzymes protéolytiques pancréatiques sont sécrétées sous forme de proenzymes et elles ne sont activées qu'au niveau du duodénum sous l'effet de l'entérokinase duodénale et donc qui va transformer le trypsinogène en trypsine, donc activer le trypsinogène en trypsine et cette dernière va activer en cascade les autres enzymes protéolytiques. Et que toute auto-activation de ces enzymes pancréatiques au niveau de la glande elle-même peut entraîner une autodigestion de la glande par ses propres enzymes. Alors, sur le plan physiopathologique, il est actuellement deux entités physiopathologiques sont bien codifiées ou bien établies. On a la pancréatite chronique calcifiante, qui est le modèle type des pancréatites chroniques alcooliques et des pancréatites chroniques qu'on voit au cours de l'hypercalcémie, notamment dans les hyperparathyroïdisme. On les appelle également les pancréatites inflammatoires. Ces dernières sont secondaires donc, à l'apparition de bouchons protéiques calcifiés au niveau des canaux pancréatiques qui vont être à l'origine d'une inflammation en amont, donc micro-obstruction, inflammation en amont, et donc nécrose et fibrose du tissu pancréatique. Dans ce type de pancréatite chronique dite calcifiante, les lésions sont diffuses à toute la glande et elles sont hétérogènes. Contrairement aux pancréatites chroniques obstructives, où là, les lésions de pancréatite sont secondaires à la stase et à l'hyperpression dans les canaux excréteurs secondaires, et ce secondaire à un obstacle chronique sur le canal de Wirsung. C'est en général des obstructions lentes au niveau des canaux pancréatiques, au niveau du canal pancréatique principal, soit lors d'une tumeur à développement long, telles que les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas, ou lors d'un ampulome vatérien, ou lors d'un enclavement d'un calcul au niveau ampulaire, ou secondaire à une mal cicatrisation du canal pancréatique suite à un traumatisme de ce dernier. Une mauvaise cicatrisation va aboutir à la sténose. Sténose va entraîner une stase et la stase, bien sûr, va entraîner une auto-activation des enzymes pancréatiques au sein de la glande et entraîner une destruction du tissu par ses propres enzymes. Alors là, les lésions sont strictement localisées au territoire atteint, au territoire obstrué, contrairement à l'autre type où les lésions sont plutôt diffuses. Alors on va dire que la physiopathologie, en somme, que la physiopathologie de la pancréatite chronique reste complexe, elle n'est pas encore bien établie, que plusieurs hypothèses ont été élaborées, et qu'à l'échelle cellulaire, c'est la cellule acineuse qui se trouve au cœur de la physiopathologie de la pancréatite chronique. Lorsque celle-ci est soumise à des agressions de faible intensité, mais qui se prolongent dans le temps, elle va réduire son activité sécrétoire et elle va se mettre en situation de protection et en situation de défense. Et lorsque ces systèmes de défense sont
dépassée, il va y avoir donc mort cellulaire et destruction lente et progressive du parenchyme pancréatique. Je voulais juste vous dire un mot sur l'alcool, donc qui est le modèle type de la pancréatite chronique dite calcifiante. L'alcool agit par plusieurs mécanismes. On va dire que les principales sont d'abord l'augmentation de la lithogénèse intracanalaire, parce que l'alcool est responsable d'une augmentation de la sécrétion protéique pancréatique, et donc ceci va entraîner une augmentation de la viscosité du suc pancréatique, va entraîner une diminution de la concentration de citrate et de lithostatine, dont on a vu le rôle dans la prévention donc, contre la précipitation d'ions calciques au niveau des canaux. Ceci donc va favoriser la présence ou la formation de bouchons protéiques et donc de lithiase obstructive et donc une destruction de l'épithélium canalaire, et graduellement va s'installer une fibrose. Bien sûr, l'alcool va agir également par action directe sur la cellule acineuse, donc de par son principe actif qui est l'acétaldéhyde, et elle agit également donc en entraînant une inflammation locale à minima, recrutement de cellules inflammatoires, donc élaboration de cytokines inflammatoires et de facteurs de croissance tels que le TGF-bêta, qui va activer les fibroblastes donc, et être à l'origine de l'élaboration de la matrice extracellulaire, donc le collagène, donc la fibrose. Donc, on a fini avec la physiopathologie. On arrive donc au chapitre clinique et j'ai pris comme type de description donc la forme la plus fréquente en Occident, qui est la pancréatite chronique non compliquée d'origine éthylique. Donc, le terrain donc, qui survient habituellement chez un adulte jeune, autour de la quarantaine. Donc, elle survient, donc on la voit plus chez les sujets de sexe masculin et sur un terrain particulier, donc chez des patients présentant un éthylisme chronique. Il faut savoir que pour que l'étiologie alcoolique soit retenue, il faut une consommation moyenne de 150 grammes par jour pendant plus de 15 à 20 ans chez l'homme et 10 à 15 ans chez la femme pour dire que c'est une pancréatite chronique alcoolique. Et toute consommation inférieure, soit en durée, soit en quantité, ne peut pas être considérée comme une cause de pancréatite chronique alcoolique. Il faudra rechercher des facteurs associés, notamment les facteurs génétiques. Alors, quelles sont les circonstances de découverte? Dans la circonstance de découverte la plus fréquente, c'est l'apparition d'une douleur épigastrique de type pancréatique que vous connaissez tous, c'est la fameuse douleur épigastrique transfixiante postprandiale qui est rebelle aux antalgiques habituels, qui est très intense, calmée partiellement par la position dite en chien de fusil. Et il faut savoir que la douleur est le symptôme le plus fréquent au cours des premières années d'évolution de la maladie, puis la douleur va s'estomper et va laisser place aux autres signes, à savoir les signes d'insuffisance pancréatique, exocrine et endocrine. On peut aussi découvrir la maladie dans le cadre aussi d'un amaigrissement, on en a expliqué, et l'amaigrissement dans le cadre de la pancréatite chronique est secondaire soit à des restrictions alimentaires volontaires par le patient puisqu'il a mal, donc il évite de manger, donc ceci va entraîner l'apparition d'un amaigrissement, et au stade plus tardif de la maladie, l'amaigrissement est secondaire au syndrome de malabsorption. Alors, on peut également poser le diagnostic de pancréatite chronique suite à une de ces complications, à savoir un épisode, donc suite à un épisode de pancréatite aiguë, parce que vous savez qu'au cours de la pancréatite chronique, il peut y avoir des épisodes de pancréatite aiguë, ou dans le cadre d'un pseudokyste, de la formation d'un pseudokyste. Pseudokystes sont des collections liquidiennes pleines de suc pancréatique ou d'enzymes pancréatiques qui se voient au décours d'une pancréatite aiguë, soit par c'est soit des kystes rétentionnels, c'est-à-dire des micro-obstructions des canaux pancréatiques secondaires. Il va y avoir donc une dilatation d'un canal secondaire qui sera plein de suc pancréatique, ce qu'on appelle les kystes rétentionnels, ou c'est l'organisation des coulées de nécrose lors des pancréatites nécrosantes en collection nécrotique. À un stade plus évolué de la maladie, donc elle peut être révélée par une diarrhée chronique ou un syndrome de malabsorption ou l'apparition, ou dans le cadre de l'exploration d'un diabète inaugural chez un sujet d'âge moyen.
où on fait donc une échographie, on retrouve un pancréas hétérogène et donc on pose le diagnostic de pancréatite chronique. On a dit tout à l'heure que la VBP était en rapport étroit avec la tête du pancréas et donc toute augmentation et fibrose au niveau de la tête du pancréas peut entraîner une obstruction, donc une obstruction du bas cholédoque qui est à l'origine d'un syndrome de cholestase qui peut donc révéler une pancréatite chronique. Et aussi, on a dit qu'il y avait des rapports étroits avec les vaisseaux, donc il peut y avoir une obstruction ou un effet de masse sur les vaisseaux spléniques, sur le confluent splénomésaraïque ou sur la veine porte, et être à l'origine d'un cavernum porte ou d'une HTP segmentaire, d'une hypertension segmentaire. Donc, il va y avoir des varices cardiotubérositaires ou des varices, rupture de varices et donc hémorragie digestive ou carrément par virsungouragie, donc qui peut être aussi un mode de révélation de la pancréatite chronique. Alors, on arrive à l'examen physique, dire que l'examen physique apporte peu au diagnostic en dehors des complications. Il faudra rechercher tout au plus des signes d'imprégnation éthylique, donc vous connaissez, que vous avez déjà vu, donc varicosité des pommettes, une hypertrophie bilatérale des parotides, etc. Donc on recherchera des signes, plus ou moins des signes, ou aussi un amaigrissement, donc une alors, les examens complémentaires, on va toujours commencer bien sûr par les examens standards, donc, qui sont également peu contributifs au diagnostic, en dehors des poussées de pancréatite aiguë. Alors, à la formule, on peut rechercher donc, une macrocytose qui rentre dans les signes d'imprégnation éthylique. On peut donc trouver, on peut faire un dosage de la lipasémie qui peut être normal en dehors des poussées ou être élevé de manière transitoire au cours d'une poussée de pancréatite aiguë ou élevé, pas très élevé, donc des taux aux alentours de 5 fois la normale, mais de manière prolongée. Mais de manière prolongée. Alors, il faudra aussi faire une glycémie, rechercher une cholestase. On peut retrouver un syndrome de cholestase, donc une élévation des gamma-GT, un taux de bilirubine direct et un taux de bilirubine total qui peuvent être augmentés. On a dit tout à l'heure, donc toujours rechercher des signes d'imprégnation. Donc, en dehors de la macrocytose, vous avez l'élévation des gamma-GT, l'élévation des transaminases et puis aussi voilà, rechercher des signes de dénutrition. Alors, on peut, dans les stades évolués de la maladie, donc faire un ASP et retrouver des calcifications sur l'aire pancréatique qui peuvent nous orienter vers le diagnostic de pancréatite chronique, mais il faut savoir que ça ne se voit que dans les formes évoluées. L'échographie abdominale peut nous aider dans le diagnostic puisqu'elle peut montrer une modification du volume, donc une augmentation globale du volume de la glande pancréatique, un aspect hétérogène, des irrégularités ou localisées ou diffuses du canal pancréatique, des calcifications parenchymateuses ou canalaires. On peut retrouver un pseudokyste pancréatique, comme elle peut être tout à fait normale. La TDM abdominale donc, est le meilleur examen pour mettre en évidence des calcifications canalaires et des calcifications parenchymateuses. Elle nous permet également d'analyser les autres organes adjacents. Donc, ça peut nous aider aussi dans le diagnostic. Voici donc des microcalcifications. Donc, ça, c'est la glande pancréatique. Et vous voyez des microcalcifications au sein de la glande pancréatique. Ici, donc, vous avez un pancréas, donc le pancréas qui est globalement augmenté de taille. Vous avez le virsung, une irrégularité du calibre du virsung. Donc, on le voit tantôt, il est dilaté à ce niveau, puis on le perd. Donc, c'est des séquences de sténose, rétrécissement, dilatation, donc conférant un aspect tortueux au virsung. Là, c'est un kyste pancréatique, intrapancréatique. Et puis, donc, une fois que le diagnostic est suspecté devant ces examens usuels ou ces examens standards, on arrive, donc on va pousser les investigations plus loin et pour confirmer le diagnostic et rechercher éventuellement des signes qui peuvent nous orienter vers une étiologie particulière. Donc à ce moment-là, donc on va demander une pancréato-IRM. Donc vous savez que la pancréato-IRM est un examen non invasif, qu'elle nous permet
de voir le parenchyme pancréatique, mais grâce aussi aux séquences qui nous permettent d'explorer donc ce qu'on appelle les Virsongo-IRM, de séquences donc, qui vont nous permettre d'explorer aussi les canaux pancréatiques et permet donc de détecter les premières lésions de pancréatite chronique qui apparaissent au niveau des canaux secondaires, des petits canalicules ou des petits canalicules secondaires pancréatiques. Donc là, la pancréato-IRM permet de faire un diagnostic de pancréatite chronique au stade de début. Elle permet également une évaluation de la sécrétion pancréatique lorsque celle-ci est couplée à une injection de sécrétine, et puis voilà, c'est un des meilleurs examens pour le diagnostic de pancréatite chronique débutante. Elle permet également d'explorer les voies biliaires de manière concomitante. Voici donc une dilatation, ici, une dilatation, un aspect tortueux et dilaté du canal pancréatique principal. Alors, j'ai mis la CPRE ici, la cholangiopancréatectomie par voie endoscopique rétrograde. Eh ben, il faut savoir que ce n'est plus un examen à visée diagnostique. On l'utilise que si on doit faire un geste thérapeutique. C'est vrai que il permet un diagnostic précoce par mise en évidence des canaux secondaires, mais il n'est plus utilisé de notre temps, donc il n'est plus utilisé actuellement pour le diagnostic, mais plutôt utilisé surtout si on doit faire un geste thérapeutique. Alors, on arrive à l'écho-endoscopie, qui est un examen introduit depuis quelques années et qui a révolutionné l'exploration du pancréas et des voies biliopancréatiques. Elle nous permet, outre l'analyse du parenchyme pancréatique, mais aussi des canaux, elle nous permet de prélever le sucre pancréatique si cela est nécessaire, de faire un drainage de pseudokystes pancréatiques ou de collection pancréatique, et puis surtout de faire des biopsies en cas de dysdiagnostic. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a certaines formes de pancréatite chronique qui peuvent prendre un aspect pseudotumoral. Donc, dans ce cas-là, on pourra réaliser des biopsies du pancréas, et ce, sous contrôle écho-endoscopique. Elle permet un diagnostic précoce et explore les complications de la maladie et peut nous orienter même sur l'origine, sur la cause de la pancréatite. Voici donc comment apparaît, là c'est le corps et la queue du pancréas. Vous avez donc un aspect qui est hétérogène, lobulé et donc avec une hypertrophie de la glande pancréatique de manière globale. Et puis vous avez là le Wirsung, donc avec des disparités de calibre du Wirsung. On peut voir donc avec une paroi qui est hyperéchogène ici, de ductite. Alors vous avez des signes parenchymateux et des signes canalaires qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous orienter vers le diagnostic de pancréatite chronique. Donc on a un aspect hétérogène avec des travées hyperéchogènes, voilà, et puis des dilatations du canal pancréatique de plus de 3 mm et des irrégularités de la paroi, un aspect hyperéchogène des parois. Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc ça nous permet de faire une biopsie sous contrôle écho-endoscopique, afin d'éliminer une néoplasie. Et puis on arrive aux tests fonctionnels, les tests fonctionnels pancréatiques qui vont poser le diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine. Là, on a deux types de tests. Il y a les tests avec tubage. Ceux-là ne sont pas utilisés en pratique courante. Ils sont réservés à des centres de référence parce qu'ils nécessitent une intubation. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le canal pancréatique, prélever du sucre pancréatique et faire des stimulations à la sécrétine, à la CCK et voir. Donc, ceux-là ne sont utilisés que dans des centres de référence, dans des centres de recherche en pancréatologie. Ce qu'on utilise comme test fonctionnel, c'est les tests sans tubage, et le test le plus fiable et le plus utilisé actuellement, c'est le dosage de l'élastase fécale, qui est donc une enzyme sécrétée par le pancréas et qui n'est pas dégradée au cours du transit et qu'on retrouve au niveau des selles. Toute diminution de l'élastase fécale est un signe en faveur de l'insuffisance pancréatique exocrine. Alors, pour l'évolution de la pancréatite chronique, bien sûr, si on n'arrive pas à sevrer l'alcool, l'évolution va se faire vers les complications et de façon très rapide, c'est-à-dire installation de l'insuffisance pancréatique exocrine et endocrine. Et bien sûr, si on arrête l'alcool, si on arrive à obtenir
un sevrage de l'alcool, bien sûr, l'évolution va retarder. Donc, on ne va pas bloquer complètement, mais on va retarder la survenue, au maximum la survenue d'insuffisance pancréatique exocrine et endocrine. Donc, au cours des premières années d'évolution, vous avez c'est les douleurs, c'est les complications précoces, à savoir la pancréatite aiguë, les kystes et pseudokystes, le syndrome de cholestase, et donc après une dizaine d'années d'évolution, va apparaître l'insuffisance pancréatique exocrine, puis endocrine. On arrive aux formes cliniques, et donc on va commencer par les formes étiologiques. Et il y a multiples étiologies qui sont représentées par ce système simplifié d'Itigaro, donc qui classe les différentes causes de pancréatite chronique comme suit, donc toxique, métabolique, avec en chef de file l'intoxication alcoolo-tabagique. On a aussi l'hypercalcémie, les hyperlipidémies. Vous avez l'étiologie auto-immune, vous avez l'étiologie génétique, vous avez les causes obstructives qui sont ici, donc hein, on les a vues tout à l'heure. Pour dire que seulement 5% des pancréatites chroniques restent actuellement sans cause évidente. Ce grâce au développement de la biologie moléculaire mais aussi des examens d'imagerie, notamment la ponction biopsie sous échoendoscopie. Alors, dans les formes étiologiques, on ne va pas toutes les citer. On a dit tout à l'heure les pancréatites chroniques obstructives par obstacle chronique sur le canal de Wirsung sont représentées essentiellement par les tumeurs à croissance lente, on les a vues. Donc, les tumeurs intracanalaires papillaires et lucineuses, l'ampulome vatérien, donc qui ont des évolutions lentes, vont entraîner donc une obstruction progressive du canal, dilatation en amont, et bien sûr, il va y avoir des poussées aiguës, des pancréatites aiguës de manière récurrente, jusqu'à donc destruction du parenchyme pancréatique en amont. On l'a vu tout à l'heure, les lithiases cholédossiennes enclavées, d'où l'intérêt de faire donc une sphinctéro et donc d'extraire ces calculs. Et puis les cicatrices fibreuses, soit donc lors d'une pancréatite aiguë sévère où il y a carrément une rupture partielle, donc une fistule du canal pancréatique principal, et lors de la cicatrisation, donc on a des cicatrices fibreuses, ou lors d'un traumatisme abdominal important avec donc une fracture pancréatique et donc mauvaise cicatrisation du canal pancréatique principal. Donc là, en amont de la sténose, vous allez avoir aussi des pancréatites récidivantes, aiguës récidivantes, jusqu'à aboutir à la pancréatite chronique. À côté de la pancréatite alcoolique, le deuxième modèle de pancréatite chronique dite calcifiante, ce sont les pancréatites par hypercalcémie qu'on voit dans le cadre d'une hyperparathyroïdie, secondaire donc à un adénome parathyroïdien. Donc l'adénome parathyroïdien est la principale cause de ces hypercalcémies. Le diagnostic repose sur la réalisation d'un bilan phosphocalcique, une écho donc, de la parathyroïde qui va mettre en évidence cet adénoparathyroïdien, et on a une régression des lésions, au moins partiellement, après correction de l'hypercalcémie, d'où l'intérêt donc de faire le diagnostic positif et le diagnostic étiologique, donc pour justement retarder cette évolution vers les insuffisances pancréatiques exocrines et endocrines. Alors, parmi les nouvelles étiologies de pancréatite chronique sont la pancréatite auto-immune. La pancréatite auto-immune, maintenant, on a deux types de pancréatite auto-immune qui sont actuellement bien connus, le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est l'apanage du sujet âgé de 65 ans, de la soixantaine à peu près. Elles sont souvent révélées par un syndrome de cholestase, par un ictère. Et c'est ce qu'on appelle les formes pseudotumorales de pancréatite chronique, parce que vous avez à l'imagerie une hypertrophie focale de la glande pancréatique qui prend l'aspect d'une tumeur, qui peut mimer en tout point une tumeur de la tête du pancréas, donc c'est la localisation donc, la plus fréquente, mais on peut avoir aussi les mêmes aspects au niveau caudal. Et donc, c'est ces formes-là qui sont dites à IgG4+. Donc, on fait un dosage d'IgG4 dans le sang et ça nous permet de poser le diagnostic. On les voit chez des patients qui ont des maladies dites à IgG4
à IgG4, telles que la fibrose rétropéritonéale, la thyroïdite riédelle, les pneumopathies interstitielles, etc. Donc, c'est chez un sujet, sur un terrain particulier. Sur le plan anapath, les lésions rencontrées ou retrouvées, c'est un infiltrat lymphoplasmocytaire dense en péricanalaire avec un immunomarquage positif aux IgG4. Donc, quand on a tous ces éléments-là, c'est une pancréatite auto-immune de type 1 et c'est des malades qui répondent bien à la corticothérapie. D'accord? Et on fait un contrôle et après contrôle, en général, il y a une régression des lésions, régression des symptômes, disparition des symptômes et une régression nette des lésions retrouvées. Le type 2, donc, c'est plutôt l'apanage de la femme, donc c'est l'adulte jeune. Et puis, donc, on a une hypertrophie globale de la glande pancréatique qui donne ce qu'on appelle le pancréas en saucisse, hein, l'aspect de pancréas dit en saucisse. Ça survient sur un terrain particulier dit d'auto-immunité, donc c'est fréquemment associé à une RCEH, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la rectocolite hémorragique, comme on peut retrouver donc d'autres maladies telles que le syndrome du SEC, le syndrome de Sjögren, le lupus, une cholangite sclérosante primitive ou autre. Et puis sur le plan histologique, quand on fait la ponction de biopsie sous écho-endoscopie, on retrouve plutôt un infiltrat fait de polynucléaires, donc d'où l'appellation de granulocytic epithelial lesion. Voilà. Là, donc, en général, les symptômes régressent spontanément, comme on peut aussi les traiter par corticopathie. Donc, l'aspect dit donc, de pancréas en sausage, vous voyez, donc la forme mime, donc c'est celle d'une saucisse, hein, qu'on retrouve plus fréquemment dans les pancréatites type 2. Et puis, vous avez l'aspect pseudotumoral. Hein. Vous avez là comme une masse au niveau du pancréas. Et à la biopsie, on a retrouvé un infiltrat lymphoplasmocytaire à IgG4 positif de la pancréatite type 1. Bon, il existe aussi d'autres formes de pancréatite pseudotumorale, telles que la pancréatite aéosinophile, donc aussi, qui survient sur un terrain d'atopie. Souvent, c'est des patients qui présentent des allergies respiratoires, allergies alimentaires. Et puis, donc, sur le plan imagerie, donc, vous avez un aspect pseudotumoral. Et donc, c'est l'écho-endoscopie avec biopsie qui permet de mettre en évidence un infiltrat riche en éosinophiles à côté de l'augmentation des IgE, donc des IgE à la biologie et de l'hyperéosinophilie fluctuante. Donc, tout ceci nous permet de poser le diagnostic de pancréatite chronique à éosinophilie. On arrive donc au grand progrès qui est la pancréatite génétique. Donc, ce sont les pancréatites chroniques génétiques avec en chef de file la mutation du trypsinogène cationique. C'est la mutation la plus fréquente. C'est une maladie à transmission autosomique dominante qui entraîne, donc les premiers symptômes apparaissent chez le sujet jeune, hein, aux alentours de la trentaine, mais des sujets plus jeunes ont été aussi, des sujets plus jeunes ont été également, un diagnostic a été fait chez des sujets encore plus jeunes, et responsable de pancréatite chronique dite calcifiante avec un risque de dégénérescence néoplasique très important, d'où l'intérêt de surveiller de manière précoce, de manière très rapprochée et précise de ces malades en raison du risque de dégénérescence. D'autres mutations existent, elles sont moins fréquentes, mais elles nécessitent un facteur associé, donc tel qu'une intoxication alcoolo-tabagique minime, pour être à l'origine. Donc d'autres facteurs, il faut qu'il y ait c'est des cofacteurs qui peuvent entraîner donc l'apparition de pancréatite chronique, mais sur un terrain particulier, en présence de facteurs environnementaux ou toxiques, etc. Donc, c'est les mutations du SPINK1 aussi, donc c'est une des mutations qu'on retrouve, mais aussi une autre mutation, c'est la mutation qu'on retrouve au cours de la mucoviscidose, c'est la mutation CFTR qui peut être responsable de pancréatite chronique dite génétique. Alors, les formes idiopathiques ne représentent que 5% actuellement. Ça reste un diagnostic d'exclusion, bien sûr. Il faut faire tout un bilan exhaustif avant de dire que c'est une pancréatite idiopathique.
Alors, on passe rapidement aux formes compliquées. Donc, on a fini avec les formes étiologiques. On arrive aux formes compliquées. Donc, il y a les complications précoces. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la pancréatite chronique pouvait se compliquer d'épisodes répétés de pancréatite aiguë. Elle pouvait se compliquer de pseudokystes, hein, des kystes rétentionnels ou de collections nécrotiques. Bien sûr, elle peut se compliquer donc par compression des organes de voisinage par un syndrome d'obstruction haute, hein, par compression du duodénum, ou être à l'origine d'une HTP segmentaire ou d'un cavernum porte en cas de thrombose de la veine porte ou du confluence splénomésérail. Les complications tardives sont représentées par le syndrome de malabsorption secondaire à la maldigestion, donc par insuffisance pancréatique. Donc, c'est l'insuffisance pancréatique exocrine. Et puis, donc, à un stade plus tardif, c'est l'apparition d'un diabète. Et puis, donc, certains types de pancréatite chronique peuvent être le lit du cancer, on l'a vu tout à l'heure, tel que la pancréatite chronique génétique. Bon, le diagnostic positif, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, au stade de début, il faut donc le diagnostic positif de pancréatite chronique au stade de début est difficile. Il est suspecté devant des épisodes répétés de pancréatite aiguë sur un terrain particulier. Donc, il faut au moins 2 pancréatites aiguës pour poser l'éventualité d'une pancréatite chronique, ou lors d'un premier épisode de pancréatite aiguë dans un contexte particulier d'éthylisme chronique ou antécédents familiaux de pancréatite chronique ou terrain d'auto-immunité ou autre. Bien sûr, le diagnostic est formel donc quand on voit des calcifications pancréatiques. Et en dehors de ces cas-là, c'est les imageries, donc l'imagerie actuelle avec la pancréato-IRM, l'écho-endoscopie qui permet de détecter les petites anomalies canalaires au niveau des canaux secondaires et permettre un diagnostic au stade de début. Voici donc les critères de Rosemont. C'est des critères diagnostiques écho-endoscopiques de pancréatite chronique au stade de début. Donc, ils sont résumés comme suit. Donc, je vous passe les détails. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même, c'est pas un diagnostic facile. Il faut un certain nombre d'arguments pour poser le diagnostic positif de pancréatite chronique au stade de début. Bon, pour le diagnostic différentiel va se poser essentiellement avec au stade de début où il y a où le patient présente de douleurs épigastriques, on ne sait pas où l'appartenance au pancréas n'est pas claire. Donc, et là, donc, ça peut se poser avec une maladie ulcéreuse, avec une lithiase biliaire qui peut mimer les mêmes symptômes. En cas d'obstruction, en cas de complications obstructives, bien sûr, le diagnostic différentiel va se poser avec les autres obstructions du tube digestif, donc les sténoses, qu'elles soient inflammatoires ou néoplasiques. Et aussi, voilà, c'est tout. Donc, quand on arrive au traitement, le but du traitement dans le cadre d'une pancréatite chronique, c'est de soulager les symptômes au stade de début, donc soulager la douleur. C'est une douleur qui est rebelle aux antalgiques usuels, donc il faut vraiment aller soulager cette douleur, corriger les déficits nutritionnels et prévenir et retarder et traiter les complications. Alors, pour les moyens dont nous disposons, on a le traitement médical qui repose essentiellement sur les règles hygiéno-diététiques, avec un sevrage alcoolo-tabagique. Et ça, ce n'est pas un élément facile. C'est des malades donc, qui sont addicts à l'alcool, addicts au tabac. Il faut vraiment les orienter vers des centres d'addictologie pour pouvoir aboutir à un sevrage, de ces toxiques. Il faut assurer un équilibre nutritionnel. Les antalgiques, donc il faut y aller par paliers progressifs. Donc, il ne faut pas tout de suite aller vers les antalgiques majeurs, mais procéder par paliers progressifs. On aura besoin aussi des inhibiteurs de la pompe à protons, donc des antisécrétoires ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Et nous disposons également d'extraits pancréatiques. C'est des enzymes, pancréatiques en granulés qu'on donnera. Donc, on verra par la suite comment on va les donner. Bien sûr, les hypoglycémiens oraux ou l'insuline, ça c'est le traitement de l'insuffisance pancréatique endocrine qui sera réalisé bien sûr ou pris en charge par nos confrères diabétologues.
Alors, on peut parfois recourir à des traitements instrumentaux tels que la réalisation d'un bloc cœliaque, donc aller alcooliser le plexus cœliaque sous contrôle radiologique ou écho-endoscopique pour justement réduire la douleur. On peut être amené à faire des ponctions-évacuations de kystes et de pseudokystes, donc des pseudokystes pancréatiques ou des collections nécrotiques sous contrôle scanoguidé, par voie transcutanée ou sous contrôle écho-endoscopique. Comme on peut faire aussi des traitements endoscopiques, donc un drainage transpapillaire d'un pseudokyste communiquant avec le virsong ou carrément aller extraire des calculs, donc enclavés au niveau ampulaire ou au niveau du canal pancréatique, ou carrément mettre en place des prothèses biliaires ou pancréatiques si cela est nécessaire. Alors, le traitement chirurgical n'a plus tellement sa place actuellement grâce au développement des traitements instrumentaux. En cas d'échec de ces derniers, on pourra être amené à faire des dérivations kysto-duodénales ou des dérivations kystogastriques chirurgicales, réaliser des anastomoses virsong ou jéjunales sur une once en Y quand il y a des dilatations importantes du virsong en amont d'un obstacle, ou procéder à des résections chirurgicales quand cela est nécessaire. Mais je vous ai dit que le traitement chirurgical est actuellement abandonné au profit des traitements instrumentaux. Alors, bien sûr, voici comment on procède. Douleur subpancréatique chronique, bien sûr, il faudra éliminer une complication, à savoir un pseudokyste, une sténose biliaire, un ulcère peptique, un cancer du pancréas. En l'absence de ces derniers, donc, on va donner des extraits créatifs pendant un mois, associés à des inhibiteurs de la pompe à protons et à des antalgiques. Si la douleur disparaît, donc on continue les extraits pancréatiques au long cours. Maintenant, si la symptomatologie persiste, on va voir l'état du virsong. Si celui-ci n'est pas dilaté, on va procéder plutôt à un bloc cœliaque sous contrôle écho-endoscopique ou scanoguidé. Bien sûr, en cas d'échec, on passe la main au chirurgien. Et maintenant, si le virsong est dilaté à plus de 6 mm, on fait des dérivations. Donc, on peut faire un virsongo-gastrostomie ou virsongo-duodénostomie en fonction du niveau de l'obstacle sous contrôle endoscopique. Et en cas d'échec, on fera cela sous contrôle en chirurgie. Bien sûr, le diabète sera pris en charge de manière concomitante par nos confrères diabétologues. Ils seront mis soit sous hypoglycémie oraux et en cas de nécessité, donc c'est l'introduction de l'insuline. D'où l'intérêt de retarder au maximum l'apparition de l'insuffisance pancréatique endocrine exocrine. Alors, le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est essentiellement les extraits pancréatiques à dose progressive jusqu'à disparition de la stéatorée. Alors, il faut savoir que la stéatorée n'est plus un dosage, mais c'est maintenant un symptôme. Avant, on faisait un dosage de la stéatorée après un régime enrichi en lipides pendant 3 jours, et donc on dose la graisse, la masse fécale. Et maintenant, ce n'est plus le cas. On le considère maintenant actuellement comme un symptôme. C'est le fait que le papier toilette soit souillé par du gras, c'est un signe en faveur d'une stéatorée. Donc, la présence de gras dans les selles est un signe, donc, est considéré comme une stéatorée. Alors, il faut débuter les extraits pancréatiques donc, de manière et augmenter par palier progressif en fonction de l'état du patient. Il faut donc donner une gélule à prendre au cours des 3 premiers repas, donc des 3 principaux repas, donc 25 unités de lipase par repas, et la moitié de la dose pour les collations. Alors pour la dénutrition, bien sûr, là aussi, la prise en charge se fera de manière concomitante avec les diététiciens. Il faudra un régime apportant 35 kilocalories par kilo et par jour, normolipidique, enrichi en protéines, à raison de 1 à 1,5 grammes par kilo et par jour de protéines, et 30% de graisse avec des hydrates de carbone complexes et pauvres en fibres. Alors, il faudra donner aussi des vitamines, surtout les vitamines liposolubles, et puis le calcium et le zinc. En cas de dénutrition sévère, il faut un support nutritionnel oral ou artificiel, donc
Tout ça est pris en charge aussi en concomitance avec les diététiciens. On passe ça. Les pseudokystes, on l'a dit, donc en cas de pseudokyste, on peut être amené à faire. Les pseudokystes ne sont touchés que s'ils sont vraiment symptomatiques, c'est-à-dire que vraiment que le patient ait une compression, un syndrome obstructif par compression, soit duodénale ou gastrique, pour proposer un traitement du pseudokyste. Sinon, il faut compter sur la résorption naturelle, d'accord? Parce qu'ils se résorbent naturellement, ils peuvent se résorber naturellement avec le temps. Maintenant, si il y a une complication, il faudra aller drainer ces pseudokystes sous contrôle échoendoscopique ou radiologique. La meilleure voie, c'est la voie échoendoscopique parce que c'est une voie sûre. Bien sûr, on va mettre donc une prothèse ou ce qu'on appelle créer une anastomose kystogastrique en mettant en place une prothèse entre le kyste et l'estomac ou entre le kyste et le duodénum en fonction de la localisation du kyste. Alors, en cas de sténose biliaire, on peut être amené à mettre une prothèse biliaire. En cas de sténose du canal pancréatique principal, on peut mettre un stent pancréatique. Voilà, donc voilà en gros, voilà. Ici, donc voilà le stent biliaire mis en place. Ici, c'est une prothèse pancréatique, vous voyez, sur un kyste retentionnel qui est communicant. Donc, on met une prothèse pancréatique pour qu'il y ait une résorption de ce kyste, jusqu'à résorption du kyste. Voilà, donc un kyste pancréatique, non communicant. Là, donc c'est une aiguille qu'on va placer sous contrôle échoendoscopique. Donc, on va piquer avec une aiguille. Ensuite, donc, on va placer une prothèse entre le kyste et la paroi gastrique. Là, c'est les indications en matière de pseudokyste. Je vous ai dit que seuls les kystes symptomatiques compliqués qui sont traités, soit par dérivation endoscopique ou sous contrôle écho, soit donc en cas d'échec, c'est-à-dire des dérivations chirurgicales. Voilà, donc en gros ce qu'on avait à dire pour ce qui est de la pancréatite chronique. Et en conclusion, on va dire qu'il faut penser à une pancréatite chronique devant des circonstances évocatrices et savoir demander les examens nécessaires pour poser un diagnostic au stade de début, parce que c'est ça qui nous permet de retarder l'apparition de signes d'insuffisance pancréatique endocrine et exocrine. Ceci est rendu possible grâce au développement des techniques d'imagerie, surtout avec l'apport de la pancréato-IRM et de l'échoendoscopie, que la biopsie sous échoendoscopie nous a beaucoup aidé en matière de pancréatite chronique, surtout dans les formes pseudotumorales, où on arrive à éliminer une néoplasie et ça nous évite de faire des pancréatectomies abusives, des pancréatectomies qui s'avèrent blanches à la fin. Donc surtout que les pancréatectomies, donc c'est toute chirurgie pancréatique, est grevée d'une mortalité importante. Et au cours de la dernière décennie, il y a eu des progrès récents dans la biologie moléculaire et de la génétique qui ont permis d'établir de nouvelles causes de pancréatite chronique auxquelles il faut penser, la pancréatite auto-immune, la pancréatite génétique, et que le traitement endoscopique et radiologique a révolutionné la prise en charge de ces patients et a réduit au maximum le recours à la chirurgie. Voilà, donc je vous remercie et si vous avez des questions, on va voir s'il y a des questions auxquelles on va répondre tout de suite. Alors, sang très faible, docteur Cloutier. Je suis désolée pour le sang. Hein. J'espère que vous avez pu m'entendre quand même. Alors, quels sont les examens de première intention? Bon, les examens réalisés en première intention sont les examens que je vous ai dit au début. Donc, c'est les examens de routine qu'on réalise systématiquement au cours. Donc, c'est le bilan standard. Donc, il faut toujours commencer par les examens les plus simples parce que ça peut nous orienter. Donc, on commence toujours par
une biologie standard, donc toujours une formule numération sanguine, un bilan hépatique, un dosage de la lipasémie si j'ai un doute sur une origine pancréatique, donc il faut toujours faire un dosage de la lipasémie. Et puis, donc, on fait toujours un examen, une échographie de débrouillage. Et si cette dernière nous montre des signes, on va pousser les investigations plus loin. Ou si on est sûr qu'il y a des éléments qui sont en faveur de la pancréatite chronique, on va donc à des examens dits de deuxième intention, que sont donc le scanner aussi est considéré comme un examen de première intention. Hein, et si on a donc des éléments qui nous orientent vers une pancréatite chronique, ou si on a vraiment, on est vraiment pratiquement sûr du diagnostic, on pousse les investigations plus loin et on demande donc une pancréato-IRM, une écho-endoscopie si cela est nécessaire. Et je vous ai dit, dans les formes pseudo-tumorales, il faut toujours faire une écho-endoscopie avec biopsie. Alors, les signes d'imprégnation éthylique, vous les avez vus hein, dans les hépatites alcooliques, etc. Donc, ils sont nombreux. Il y a des signes cliniques, il y a des signes biologiques, donc il faut rechercher. Vous avez toute une liste. Hein, il faut aller les voir. Donc, parmi lesquels on cite les plus fréquentes, une hypertrophie bilatérale de la parotidienne bilatérale. Vous avez la varicosité des pommettes. Il y a un certain nombre, sur le plan biologique, vous avez la macrocytose, l'élévation des gamma-GT, les alates. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui nous orientent vers l'éthylisme chronique. L'éthylisme, c'est l'alcoolisme. Hein. C'est l'alcoolisme. Quel est l'examen de première intention? Alors, on passe. Alors, est-ce qu'il faut faire une pancréatite aiguë pour faire une pancréatite chronique? C'est une complication. Il faut pas faire, c'est pas systématique. Il ne faut pas faire une pancréatite aiguë. Vous pouvez juste avoir une inflammation, mais sans vraiment sans avoir une pancréatite vraie, parce que la pancréatite aiguë, c'est une douleur épigastrique importante avec une élévation de la lipasémie supérieure à 3 fois la normale. Donc, il peut y avoir des épisodes à minima, mais c'est pas la pancréatite, c'est pas nécessaire de faire donc des pancréatites aiguës récidivantes pour faire une pancréatite chronique, parce qu'il peut y avoir des inflammations à minima, donc qui se font à bas bruit. Mais après, donc quand il y a des pancréatites aiguës, dans un contexte particulier, si vous avez des pancréatites aiguës, plus de 2 épisodes de pancréatite aiguë, il faut penser à la pancréatite chronique. Le sang est faible, docteur. Ça, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui se passe avec... on a tout fait, on a changé de PC, on a changé de connexion, on a tout fait. Je pense que le problème est en moi. C'est l'alcoolisation du plexus cœliaque. Hein. Le bloc cœliaque, c'est aller injecter de l'alcool absolu au niveau du plexus cœliaque. S'il vous plaît, pouvez-vous me répéter la dérivation du kyste? Merci, cher docteur. D'accord. Alors, dérivation du kyste. Alors, vous avez des kystes au niveau du pancréas. Les kystes pancréatiques, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des kystes, que le pancréas, il y avait la tête du pancréas, il y a le corps et la queue du pancréas. Le corps et la queue du pancréas se trouvent donc, sur la face postérieure de l'estomac. D'accord? Donc, quand il y a des kystes à ces niveaux, des kystes qui sont volumineux, qui sont compliqués, on va créer une fissure entre le kyste et la paroi gastrique et mettre en place une prothèse, soit une prothèse plastique, soit une prothèse métallique. Pour dériver, donc pour faire que le contenu du kyste soit évacué au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum, en fonction de la localisation du kyste. Donc, soit des kystogastrostomies ou des kystoduodénostomies, en fonction de la localisation de votre kyste. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a certaines formes. Oui, est-ce que la pancréatite chronique favorise le cancer? Il y a des types de pancréatite chronique qui peuvent, oui, favoriser l'apparition. Ça peut être une lésion précancéreuse, surtout les pancréatites chroniques génétiques. Hein,
la mutation du gène trypsinogène 4 unique, mais aussi dans le cadre de l'alcoolotabagisme, parce que l'alcoolotabagisme est également un facteur favorisant la survenue de néoplasie pancréatique. Alors, quelle est la durée nécessaire pour qu'un enfant pouvoir dire que le kyste n'a pas été résorbé et confié en drainage? Alors, c'est pas la durée qui nous importe, c'est plus le caractère symptomatique ou non. Si le kyste est là, mais qu'il n'est pas symptomatique, qu'il n'altère pas la vie du patient, on le laisse évoluer, il va se résorber avec le temps. Maintenant, si il y a des complications, à ce moment-là, on est obligé d'aller drainer. Donc, un syndrome obstructif, hein, c'est souvent des obstructions hautes, un syndrome obstructif haut qui nous oblige à faire une dérivation kysto-gastrique ou kysto-duodénale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pancréatite chronique, ça y est. Comment différencier une pancréatite chronique et aiguë à la clinique? La pancréatite aiguë, c'est un tableau plus bruyant. La douleur est beaucoup plus importante et donc c'est une douleur épigastrique importante, intense, souvent associée à des vomissements. Et puis, vous avez donc, le patient consulte dans le cadre de l'urgence, vous faites une hypasémie. Quand celle-ci est élevée, donc on est en pancréatite aiguë. Dans la pancréatite chronique, c'est des... Tu peux élever la voix un peu, s'il te plaît? C'est toujours bas. Ah bon? Ouais. Il faut que je crie alors. Et ben comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, dans la pancréatite chronique, en dehors des complications, c'est-à-dire en dehors des épisodes de pancréatite aiguë, la douleur est moins importante. C'est-à-dire que le tableau est moins bruyant. Alors. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, la lipasémie. La lipasémie en matière de pancréatite aiguë, elle augmente de manière considérable, elle augmente de manière importante. Dans la pancréatite chronique, elle peut être normale, elle peut être augmentée, mais de manière fluctuante, donc elle augmente, elle descend, mais pas de façon très importante. C'est dans la pancréatite aiguë où vous avez des élévations très importantes de la lipasémie. D'accord? Dans la pancréatite chronique, c'est en dehors de la complication, en dehors de la pancréatite aiguë, sur pancréatite chronique, les chiffres donc, peuvent être normaux, comme ils peuvent augmenter de manière fluctuante, mais pas de façon très importante, pas comme dans la pancréatite aiguë. Hein. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. Voilà. Je suis désolée pour la qualité du son. Hein. Je pense qu'on a fini, Docteur Layada. D'accord, merci, Dr. Berry. Il n'y a pas de quoi. Le son était faible, mais bon, globalement, c'est OK. Hein. Vaut mieux ça que rien. Il faudra se contenter de ça. Eh bien, merci. Merci à tous. Bonne continuation. Merci. À tous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.